Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramenée dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, Histoire des idées, les révolutions néoconservatrices et néolibérales avec monsieur François Seton. Bonsoir monsieur. Bonsoir. On va commencer du coup cette émission, si vous voulez bien, par une petite présentation et définition des termes qui ont été employés justement pour le titre de cette émission. Qu'entendez-vous par néoconservateurs et néolibéraux? Alors, le néoconservatisme et le néolibéralisme ne sont pas les seuls courants de pensée derrière lesquels on peut mettre le mot néo. On peut le trouver déjà dans néoconfucianisme. De temps en temps, on parle des fois de renaissance d'un certain mouvement. Là, la renaissance, par exemple, artistique, a souvent été comparée à du néo-hellénisme artistique. Ce qui veut dire qu'en gros, une idéologie aurait eu une période de succès, c'est-à-dire d'adhésion, avec une masse de gens qui se revendiqueraient de cette idéologie, qu'elle ait été imposée par l'État ou qu'elle ait tout simplement eu du succès populaire, puis que cette période se soit passée, qu'il y ait eu une forme de déclin, qu'une autre idéologie, qu'un autre courant de pensée, ou tout simplement qu'un changement démographique ait fait en sorte que cette idéologie ne soit plus autant répandue qu'elle n'ait pu l'être auparavant. Et lorsqu'il y a un retour de cette idéologie, on a tendance à mettre le mot néo, notamment parce que lorsque l'idéologie revient, elle n'est jamais totalement identique à ce qu'elle était dans le passé. Donc, le néoconservatisme et le néolibéralisme sous-entendent qu'il y ait eu une période, effectivement, pendant laquelle le conservatisme a eu une période de succès, puis une période de déclin, avant de revenir sur le devant de la scène. Maintenant, comme on peut le voir d'après l'image qui se trouve en fond, il a souvent été question par exemple, sur le conservatisme, le libéralisme et le socialisme, de savoir lequel était un peu arrivé après l'autre comme une innovation, donc forcément comme quelque chose de mieux, reléguant l'autre idéologie dans le passé. Sauf que on peut dire que ces idéologies sont un petit peu constamment revenues avec des néos, et donc on ne sait pas trop bien lequel est arrivé en premier ou après ou pendant ou ensuite. Et à part sur le mot conservatisme, qui porte effectivement une connotation assez archaïque, on ne peut pas forcément se dire qu'est-ce qui est arrivé avant ou après l'autre entre le libéralisme et par exemple le socialisme. Maintenant, que veulent dire les mots néoconservatisme et néolibéralisme? Conservatisme veut dire conserver, ce qui sous-entend qu'un état des lieux de certaines pratiques, d'une culture soit faite à un instant donné et qu'il y ait une volonté de le figer, voire même de conserver quelque chose qui se serait figé de lui-même. Et dans le libéralisme, on sous-entend liberté, c'est-à-dire la possibilité pour chacun, tout simplement, d'avancer dans la direction qu'il souhaite, chacun en fonction de ses moyens. Et de pouvoir le faire dans la plus grande extension de ses moyens disponibles, c'est-à-dire avec le moins d'entraves extérieures, c'est-à-dire avec le moins d'entraves de la part de l'État. Donc, le néoconservatisme suggérerait un retour
finalement d'une idéologie où on se disait c'était mieux avant. Sur quels aspects en particulier nous allons le voir ensuite, tandis que le néolibéralisme voudrait dire c'était plus libre avant et il faudrait donc retourner vers un état de plus grande liberté tel que le préfixe néo le sous-entend. D'accord, donc c'est en fait le souhait, comme vous l'avez indiqué, de retour à un état antérieur, ou de préservation d'une situation actuelle. C'est un retour d'une idéologie que l'on a déjà connue, Mmh. mais qui n'est pas exacte à ce que l'on a connu d'elle avant. Et surtout, ce sont des idéologies parfois complémentaires, parfois concurrentes, mais là où le conservatisme se définit comme le fait de vouloir revenir à un état d'avant qui serait figé, le libéralisme est un peu plus difficile à définir car il se définirait comme quelque chose de constamment en mouvement, puisque il ne s'agit pas de rétablir, comme le néoconservatisme, un socle de valeurs culturelles qui a été figé à un moment donné, mais tout simplement de rétablir une situation de liberté, c'est-à-dire d'ouverture ou d'émancipation des entraves étatiques, pour permettre à chaque personne, suivant ses moyens, de se faire presque sa propre réussite, mais donc sa propre culture. Donc le conservatisme est tout de même une idéologie, et même le néoconservatisme, qui cherche à mettre certaines choses en commun, tandis que dans le libéralisme, il n'y a que l'individu. D'accord, c'est un peu plus clair. Donc, avec ces bases posées, je vous laisse commencer, votre présentation, votre dissertation sur justement ces sujets qui ont l'air bien riches. Alors, on va commencer avec le néoconservatisme, en sachant que si on compare, comme on le voit dans la slide suivante, euh, les, les valeurs qui ont animé les systèmes politiques qualifiés de néoconservateurs, où ont-ils existé et quand surtout? Il faut savoir que l'histoire de l'humanité a été pendant très longtemps, en tout cas pour ce qu'on en connaît surtout, par un système politique, des institutions qui ont peut-être des définitions un petit peu différentes ici ou là suivant les régions du monde, mais qui globalement se regroupent sous l'étiquette de monarchie. La monarchie est peut-être la forme de système politique la plus ancienne de l'histoire de l'humanité, et qui en plus, dans certains endroits, existe toujours, et qui a marqué l'humanité de son empreinte. Mais, suivant les régions du monde, on remarque à la fois des choses en commun et qu'est-ce qui définit les bases de ce monarchisme? Qu'est-ce qui fait l'adhésion du peuple à la monarchie, en dehors des simples événements historiques qui ont amené à la constitution de ces monarchies, à savoir les invasions, et bien souvent pour figer un petit peu, pour solidifier une situation qui avait été acquise temporairement à la suite d'un avantage militaire, une alliance entre finalement ce pouvoir militaire et un pouvoir religieux qui va lui permettre de lui donner un côté sacré et donc plus figé dans le marbre. Mais qu'est-ce que les gens en ont retenu finalement? Qu'est-ce que le néoconservatisme, qui pour moi n'est que du néo-monarchisme, c'est-à-dire que les gens voudraient que les choses se poursuivent comme si le roi était toujours là, même si dans aujourd'hui de nombreux endroits du monde, nous sommes en république. Ça ne veut pas dire que nous sommes en démocratie, cela veut dire que nous n'avons plus de roi.
Il reste des régimes monarchiques dans le monde, mais c'est plutôt une minorité. Alors, qu'est-ce que les gens ont retenu de leur adhésion, toujours vivante pour certains, à cette forme de système politique? Donc les 4 piliers du néo-monarchisme ou du néoconservatisme, qui peuvent être appliqués à chacune de leurs idées, sont petit 1 de l'absolutisme en toute chose. Il s'agit pour ces gens de considérer que les choses existent soit de manière complète, soit elles n'existent pas. Il n'y a pas de nuance. Donc, chaque phénomène est perçu de manière complètement exagérée, de manière presque sans recul. Lorsque des néoconservateurs, par exemple, voient émerger avec le développement d'un pays, notamment avec sa sortie du stade agricole pur, avec le début des industries, lorsqu'ils voient émerger les débuts d'une classe moyenne, lorsqu'ils voient émerger euh, des gens qui commencent à penser en dehors du quotidien pur, ce qui est la définition de base souvent du paysan, celui dont la situation est tellement fragile qu'il ne peut penser qu'au jour le jour. Eh bien, il ne s'agit bien souvent que surtout dans des pays qui se sont lancés dans une révolution industrielle que très tardivement et avec peu de moyens, et qui n'en ont fait que très peu, on va avoir peut-être 5 à 10% maximum de la population qui vont constituer un prolétariat ouvrier et qui va effectivement, à travers des mouvements politiques plutôt violents, chercher à se faire une place dans la politique de leur pays. Et là, même si ça ne concerne que 5 à 10% de la population d'un pays, tout de suite, c'est un drame. Tout va être renversé, ils vont tout balayer. C'est la perception exagérée et sans recul d'un phénomène qui pourrait notamment n'être que naturel. Mais il ne s'agit pas que des évolutions politiques. Il y a les évolutions de la société euh, en toute chose. Il peut s'agir de l'évolution de mœurs au niveau du modèle familial, des pratiques sexuelles, de la pratique religieuse, des évolutions même peut-être alimentaires, vestimentaires. Donc tout ce qui change est perçu comme un changement brusque, immédiat, et qui va tout balayer. Donc c'est forcément vu comme quelque chose de nocif, et effectivement les néoconservateurs par définition n'aiment pas le changement. C'est une forme, vraiment comme vous l'avez dit de conservatisme absolu parce que le conservatisme n'est pas nécessairement certes c'est, une idée, qui tend à maintenir les choses telles qu'elles sont, mais un conservateur n'est pas nécessairement opposé à toute forme de progrès. Là, on dirait que c'est vraiment l tout progrès qui peut, justement changer le système. Euh, Pas tellement forcément le système politique que la société. Parce que ce qui différencie beaucoup le néoconservateur ou le conservateur du libéral ou du néolibéral, c'est que le conservateur va constamment parler au nom du collectif. Il s'inscrit dans la société, principalement parce qu'il estime en être le chef. Tandis que le libéral veut être le seul conducteur de sa réussite personnelle, et de manière exagérée, le néoconservateur estime être le chef informel d'une société dont le libéral prétend s'affranchir en totalité. Donc on aurait un peu un espèce de parrain de la mafia contre quelqu'un qui serait prêt à aller vivre dans une ferme tout seul au milieu d'un trou perdu. Mais le conservateur est opposé au changement qui peut lui faire perdre une parcelle de pouvoir. Lorsqu'il voit que certains changements qui arrivent dans la société ne lui font pas spécialement perdre tout ou partie de son pouvoir, là, il n'en a rien à foutre. Tant mieux même.
Certains néoconservateurs dans des pays émergents sont des fois les premiers à laisser leurs enfants s'habiller en Nike ou que sais-je. Parce Hmm. que ils estiment, se sont aperçus que changer simplement la façon de s'habiller n'avait pas forcément grandes conséquences sociales. Ça pouvait un peu impacter un certain secteur économique éventuellement, mais pas tant que ça. Donc, c'est tout changement qui lui fait perdre son pouvoir. Un néoconservateur, c'est bien souvent dans des pays pauvres ou émergents, soit un notable de province, soit un responsable religieux de province. Il est souvent vu comme un directeur de conscience, quelqu'un qui va dire aux gens ce qu'il faut penser, notamment sur des questions quotidiennes, pas tellement sur les grandes questions de l'humanité, sur des questions de l'environnement, la diplomatie internationale, etc., mais plutôt sur comment élever ses enfants, sur que faire de son temps libre, etc. Et lorsqu'il voit la moindre faille dans son discours, le moindre changement qui font qu'une partie des gens va commencer à écouter autre chose que lui, alors il va réagir très violemment. Hmm. Et donc, si un responsable religieux, quelle que soit la religion, dans un pays, on commence à lui dire il faudrait laisser aux jeunes la possibilité, grâce à la technologie que constitue la contraception, le temps de découvrir un peu leur corps avant le mariage, sachant que le mariage, dans la plupart de ces pays, est une institution religieuse, donc sous son autorité. Alors là, on ne l'a pas dit à ce responsable religieux qu'on voulait que les gens ne se marient plus. On veut juste qu'ils attendent, qu'ils puissent vivre 3, 4, 5 ans en étant autorisés à avoir des rapports sexuels, à avoir une sexualité protégée grâce à la technologie, avant d'avoir une sexualité engageante. Et de ne parler dans cette population-là que, au final, de la crème des plus éduqués, de ce qu'on appelait les CSP+, donc de ces gens qui sont presque à atteindre le stade de gens riches. Ah mais n'en jetez plus. C'est un appel à la débauche. C'est la fin de la cellule familiale. On va abandonner les enfants dans des orphelinats. C'est forcément, puisque c'est leur pouvoir que l'on attaque. Le libéral, lui, estime qu'une personne n'a à avoir de pouvoir que sur lui-même et sur sa propriété. Oui. Par conséquent, si le libéral estime qu'il a pouvoir sur sa propriété et que sa propriété est une entreprise employant des gens, il est quelque part propriétaire de ces gens, ou du moins de leur temps de travail. C'est ça, la frontière peut être poreuse. C'est surtout que le conservateur cherche en réalité à préserver les restes du monarchisme, c'est-à-dire les cercles intermédiaires de pouvoir qui existaient entre le roi et le peuple. Ces cercles dans lesquels souvent il tire lui-même son pouvoir par héritage. Il s'agit d'héritiers de la noblesse, de certains responsables religieux de province, jusqu'au chef de village. Ce qu'il veut, c'est conserver dans la société le pouvoir. Lui, il est dans le contrôle. Le libéral dit, moi, je veux faire mon propre pouvoir. Donc, il s'affranchit du conservateur. Mais bien souvent, pour réussir, le libéral, lui aussi, est un héritier. Le libéral n'est pas quelqu'un qui est étranger au conservatisme, il en est plutôt vu comme un traître, comme quelqu'un qui aurait dû faire partie du sérail. Mais cet absolutisme en toute chose, c'est un refus du moindre changement qui est vu bien souvent comme une idéologie venant de l'extérieur, ce qui n'est ni totalement vrai ni totalement faux, mais il estime que la société figée telle qu'il l'a définie lui-même est une société en équilibre, pacifiée, comme si tout allait bien dans le pays jusqu'à ce fameux XXe siècle, cette fameuse deuxième moitié du XXe siècle après la Seconde Guerre mondiale, où tant d'idées occidentales se seraient répandues à l'échelle de la planète. Comme si tout allait bien avant. Non, l'espèce d'équilibre presque darwinien des choses, comme une pyramide figée, n'a jamais existé. C'est une pure vue de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il faut voir en fait les choses de manière complète ou non existante,
puisque chaque changement va demander aux néoconservateurs de l'adaptabilité pour au final conserver sa place. Le proverbe qui différencie le bon conservateur du mauvais, c'est comme on l'avait dit avant la Révolution française, il faut que tout change pour que rien ne change, parce que si rien ne change, tout changera dans la violence. Ça veut dire qu'il faut, pour que les conservateurs bien souvent gardent leur pouvoir, il faut faire constamment des petites concessions, voire même des concessions plus ou moins importantes qui au final s'appelleraient presque de l'adaptabilité. Parce que si on refuse tout constamment en bloc, on finira par être balayé par un raz-de-marée historique. Mmh. Est-ce que c'est un phénomène du coup, enfin, vos propos le laissent un peu suggérer, qui concerne surtout des pays hors de l'Occident? Vous avez évoqué des idées occidentales qui se sont répandues et qu'avant les choses allaient bien, ou c'est un phénomène, j'imagine, qui touche aussi l'Occident? Alors, comme je l'ai dit juste avant, le libéralisme, qui un peu chronologiquement est ce qui va commencer à mettre fin au règne du conservatisme, même s'il est difficile de définir les choses comme étant tenant d'une idéologie conservatrice avant, le libéralisme qui un peu remplace le conservatisme est effectivement né en Occident. Les concepts de libération de l'individu, de création de l'identité individuelle, sont effectivement des créations, même vraiment portion congrue de l'Occident, c'est-à-dire au départ vraiment franco-anglaise. C'était même difficile de se concevoir comme un individu à part entière, même en Allemagne, pour vous dire. Jusque milieu, fin du XXe siècle. Donc c'est effectivement des idées qui sont nées en Occident. Mais la puissance politique de l'Occident a fait qu'elles se sont répandues. Mais il est difficile de se dire que tout est de la faute de l'Occident. Disons plutôt que cette idéologie est née en Occident, mais que rapidement, dans d'autres endroits du monde, les mêmes circonstances ont fini par avoir les mêmes effets. Mais parce que l'Occident est la zone la plus urbanisée du monde, c'est là que cette idéologie s'est développée le plus rapidement. Or, les libéraux, très rapidement, entre eux, quels que soient les pays, ont commencé à nouer des liens entre eux. Et ils ont rapidement, et beaucoup plus rapidement que ne l'ont fait les conservateurs, ils ont fait circuler leurs idées, presque quasiment à les faire s'uniformiser. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des libéraux qui émergent dans certains pays non occidentaux, mais qui n'ont pas forcément entendu parler de ces idées-là. Ça commence à être de plus en plus dur, je dirais, à l'échelle de la planète. Il faudrait trouver, pour trouver une sorte de libéral pur qui serait arrivé aujourd'hui aux mêmes conclusions que l'Occident, sans avoir entendu parler de l'Occident, il faudra entendre parler des premiers libéraux, parmi les derniers pays les plus renfermés au monde, du genre Corée du Nord, ou peut-être Ouzbékistan, que sais-je. Mais même lorsque l'on en était à la deuxième moitié du XXe siècle, il y avait des pays qui étaient beaucoup plus renfermés sur eux-mêmes qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais il y a eu quand même, les témoignages historiques sont là, il y a eu quand même les premiers libéraux. Et dès que la porte s'est un petit peu entr'ouverte dans ces pays, ce sont des libéraux occidentaux qui ont immédiatement noué des liens avec les quelques libéraux locaux qui ont pu avoir lieu, je ne sais pas moi, en Turquie, en Iran, enfin, c'est aussi quelque part ce dont j'ai parlé dans des émissions précédentes sur les débuts de la démocratie. Ces liens ont permis de donner rapidement du souffle et de la confiance à ces libéraux qui seraient nés presque de génération spontanée. Donc effectivement, les libéraux, et même aujourd'hui on pourrait dire des néolibéraux, ont une très forte propension au réseautage. Donc je dirais que le libéralisme occidental a aidé les mouvements libéraux d'autres régions du monde dès qu'ils se sont mis à apparaître et dès qu'il a été possible de prendre contact avec eux. Mmh. D'accord.
Deuxième pilier, le passé est une prison. Le passé, pour les néoconservateurs ou les néomonarchistes, c'est une histoire faite de beaucoup de douleurs qui aurait effectivement construit les choses pour les amener à l'état actuel tel qu'elles sont. Et ce passé revêt une dimension quasi sacrée. Surtout les épisodes où le pays, plus que le peuple seulement, mais le pays dans sa totalité, a été victime de quelque chose, souvent d'extérieur. Donc la douleur est souvent ressassée, car elle permet aussi de maintenir une certaine forme de diplomatie figée dans un état des lieux, qui serait donc facile à comprendre. Pour beaucoup de conservateurs dans leur pays, il y a une rivalité avec un voisin qui dure depuis 200 ou 300 ans et qui ne pourra jamais être résolue. Le discours constant du passé prison permet souvent de mentalement emprisonner la jeunesse. Il permet aussi de créer, de maintenir une institution qui est très forte pour embrigader la jeunesse et qui s'appelle l'armée, même s'il ne s'agit pas nécessairement d'utiliser l'armée. Et aujourd'hui, les conflits entre États sont de plus en plus rares. Donc cette armée est en réalité embrigadée dans un discours de préparation à une éventuelle vengeance avec le dit voisin, mais elle servira essentiellement, au bout du compte, à protéger en dernier ressort les intérêts des néoconservateurs lorsque ces derniers seront menacés. Et effectivement, on peut remarquer que des peuples ont encore des jeunesses qui peuvent vous parler d'un crime. Des fois, on utilise de manière de plus en plus galvaudée les termes de génocide, qui ont eu lieu il y a 200, il y a 300 ans, voire plus, et qui seraient des fautes inoubliables et impardonnables. Et ce, quel que soit le nombre d'événements historiques qui se sont déroulés depuis, et même le nombre de générations, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces pays qui sont plus pauvres que nous, l'espérance de vie est plus faible, donc les générations se renouvellent plus vite. Et on aurait dû normalement penser que lorsque les générations se renouvellent, les idées sont censées se renouveler avec elles. Ce qui s'est naturellement passé en Occident, mais dans des pays où les néoconservateurs ont réussi à garder le pouvoir, on va dire que malgré le renouvellement générationnel, les idées sont restées. Et effectivement, le narratif sur l'identité d'un pays constamment victime de son voisin est un ressort que l'on retrouve presque partout et qui est utilisé des fois pour justifier tout et n'importe quoi. Vous avez des exemples justement de pays qui sont restés aux mains de ces néoconservateurs? Alors, ce n'est pas le pays qui est resté aux mains des néoconservateurs, c'est la Le société. pouvoir, oui. Ce n'est même pas forcément le pouvoir politique. Dans ces pays du tiers-monde, les milieux néoconservateurs peuvent tout simplement laisser au pouvoir politique le pouvoir sur les grandes questions et s'occuper, eux, de la gestion de la société au quotidien. La frontière peut être un peu ténue, mais on peut considérer que les néoconservateurs cherchent à contrôler la société et sont les maîtres du narratif. Ils sont souvent une force politique qui n'a pas nécessairement de parti, mais qui sont là, malgré tout, et avec lesquels les différents partis politiques doivent jouer parce qu'ils n'ont pas forcément le pouvoir de parler directement à la population. On peut avoir des partis politiques dans des pays qui font un peu le jeu politique dans les grandes villes et parmi les gens éduqués, et ensuite, pour obtenir les votes
des gens moins éduqués, des campagnards ou tout simplement des déshérités des grandes villes, on ne pourra pas s'adresser à eux directement. Il faudra faire alliance avec ces néoconservateurs qui se chargent de faire le relais, et ce relais a un prix. Après, en exemple de passer prison, on peut dire aujourd'hui que il y a des couples de pays où les peuples sont considérés par leurs néoconservateurs comme irréconciliables. Chine-Japon, Turquie-Arménie, Irak-Iran, Argentine-Brésil, Israël-Égypte et autres États arabes voisins, mais principalement Égypte, Malaisie-Indonésie, Ouzbékistan et ses voisins, etc., Les, etc. les deux Corées, peut-être paradoxalement, alors que c'est le même peuple. Pardon? Les deux Corées aussi, peut-être, alors que Oui, paradoxalement, c'est le oui, même peuple. oui, c'est-à-dire que c'est le même peuple, mais parce que les néoconservateurs des deux pays, donc on peut même considérer que en Corée du Nord, le conservatisme est devenu la force politique, puisque en gros, c'est du conservatisme communiste et que c'est le seul parti politique possible. Les deux sont devenus en réalité étaient antagonistes au niveau au départ simplement politique, mais ils ont tellement intégré la société qu'ils considèrent qu'il y aurait maintenant deux peuples coréens. Quand bien même la plupart des autres codes culturels n'ont pas forcément beaucoup évolué. La nourriture reste la même, parce que les aliments sont les mêmes, ils sont issus de la terre. On peut dire que peut-être les vêtements n'ont pas non plus forcément beaucoup évolué. Donc, il y a des codes qui sont restés les mêmes, mais ils considèrent que c'est culturel, il y a des communistes, des capitalistes, et donc il y a un conservatisme communiste d'un côté et un conservatisme capitaliste de l'autre. Mais tout comme certains pouvaient dire qu'il y aurait eu presque deux peuples allemands différents avant la réunification. Et certains disent que ces deux peuples allemands existent toujours, même malgré la réunification. Donc, oui, dans le cas de la Corée, il y a également eu non seulement la séparation, mais la guerre entre les deux Corées. Donc, on va dire que chacun va s'estimer victime. Mais bon, j'ai également cité tous les autres. Ensuite, on peut dire que pour les conservateurs, le socle de la société, c'est la famille. Là où pour le libéral, le socle de la société, c'est l'individu. Donc, pour le conservateur, pas touche à mon système familial, pas touche à mon modèle familial. Le conservateur est souvent héritier d'un petit business, voire même plus ou moins gros, pour lequel il a besoin d'employés, jusque-là rien de choquant, mais il a surtout besoin de beaucoup de main-d'œuvre, je dirais pas ou peu qualifiée. Il a besoin de, en réel, il a besoin d'ouvriers, voire de main-d'œuvre agricole. Donc, il lui faut un apport démographique. Et par conséquent, il lui faut donc continuer de mettre constamment en valeur un modèle familial nataliste malthusien. Il est donc presque indécent d'avoir d'autres modèles qui favoriseraient moins la démographie et plus le bonheur personnel. Pour le néoconservateur, l'homme, c'est-à-dire bien souvent l'autre que lui, et autre que son concurrent direct, est là pour produire des enfants comme une usine. Et ensuite, c'est à la société d'utiliser ça à la manière d'une pièce détachée, d'une ressource. Donc, il faut une natalité utilitariste. Et pour pouvoir maintenir cette natalité, il faut un système familial traditionnel fort. Donc, toute question sur la liberté sexuelle ou sur
on va dire, des modèles familiaux plus ouverts est une insulte pour eux. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le sujet. Justement, oui. N'y a-t-il pas tout de même, après j'ose imaginer que ce sont peut-être pas du coup des pays aux mains, des néoconservateurs dans la société, mais, des pays qui justement n'ont pas forcément cette politique nataliste, mais qui pourtant cochent à peu près toutes les cases, du néoconservatisme. Euh, La Chine peut-être? Enfin la Chine communiste? alors, la Chine communiste s'est dotée effectivement d'un plan pour ralentir sa démographie, qui était la politique de l'enfant unique. Néanmoins, ça restait quand même une politique nataliste très utilitariste. Et même s'ils étaient communistes, les Chinois communistes étaient, sur le terme des mœurs, extrêmement conservateurs. La révolution culturelle, par exemple, a vu des enfants faire le procès de leurs parents, qu'ils ont pour certains condamnés à mort, pour des liaisons adultères. L'homosexualité était bannie comme un vice bourgeois. Et la sexualité appartenait au parti. Le parti avait juste pris la place des conservateurs. Quand on est dans des régimes communistes, on a une fusion réelle entre le conservatisme social et les cercles d'État. Là où dans les autres pays, l'État est quelque chose de tangible, là où les milieux conservateurs sont quelque chose de diffus. Et les relations entre les deux ne sont pas nécessairement toujours bonnes. Le système politique tient à garder le contrôle sur les grandes questions et surtout sur les choses qui comptent dans le pays, c'est-à-dire principalement les grandes villes et surtout les centres-villes des grandes villes. Et les milieux conservateurs gardent le reste, qui peut constituer une immense partie du territoire. Donc, ce qu'il y a de nouveau avec le communisme, c'est qu'une partie du conservatisme a été intégrée. Donc, certains paramètres ont pu être changés, mais d'autres ont été effectivement purement conservés. Un régime d'obédience communiste, et qui pourrait par exemple être marxiste pur, c'est-à-dire de littéralement raser toute la société jusqu'au sol, y compris donc les repères culturels et moraux, qui sont ceux qui comptent le plus pour les conservateurs, pourrait effectivement rebâtir une société totalement non conservatrice. Mais ces régimes-là n'ont jamais existé. On peut citer par exemple les polémiques qu'il y a eu entre les débats très forts qu'il y a eu entre Lénine en URSS et l'une de ses premières compagnonnes de la révolution, Alexandra Kollontai, qui était effectivement une femme issue de la bourgeoisie qui a adhéré au communisme, mais qui a proposé lors de l'établissement de l'URSS d'abolir totalement l'institution du mariage, qu'elle voyait comme un asservissement de la femme vers l'homme pour lequel elle perdait sa propriété. Ce changement a été considéré comme trop brutal, il n'a pas été retenu, et effectivement, le régime communiste a maintenu l'institution du mariage, mais même s'il autorisait le divorce, il le rendait quand même extrêmement compliqué. Donc, le communisme, quand il arrive au pouvoir, il intègre malgré tout une part du conservatisme, le plus souvent le conservatisme culturel, qui sont les principales armes du milieu conservateur. Là où le communisme met fin au conservatisme, c'est souvent dans l'économie. Effectivement, le communisme a été le fer de lance du développement de la révolution industrielle dans les pays où il a pris le pouvoir, ce qui était quelque chose dont les conservateurs ne voulaient pas. Et pour eux, l'arrivée au pouvoir
des communistes, c'est l'arrivée au pouvoir des gens que jusque-là ils considéraient comme des esclaves. Mais ils les voient finalement comme des esclaves qui prennent le pouvoir, mais qui sur certains aspects continuent de penser comme des esclaves. Et là, peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Mais le modèle familial stable a toujours été vu comme quelque chose qui est la base de la société pour les conservateurs, qui Si est tu inviolable, principalement parce que c'est utile. C'est ça, c'est aussi peut-être une forme de pragmatisme, de ne pas tout casser lorsqu'on arrive au pouvoir, réformer l'économie, et essayer d'abolir la propriété privée, c'est déjà un sacré programme. À abolir jusqu'aux structures familiales, enfin, un pilier des structures familiales, heu, qui Un était, par pilier de exemple la le société mariage. qui est la structure familiale, effectivement. Mais ça aurait été une obéissance à un marxisme pur. Oui, Mais tout à fait. surtout, il faut bien se rendre compte que le conservateur ou le néoconservateur, en sachant que quelque part, les vrais néoconservateurs ne devraient être que ceux qui ont un intérêt à l'être. Le conservatisme, c'est presque le fait de, il y a ce mot anglais, je crois, le nudging, c'est-à-dire arriver à convaincre des gens d'agir contre leur intérêt propre et d'agir dans l'intérêt finalement de quelqu'un d'autre. C'est la base de ce qu'on pourrait appeler la manipulation politique. Le conservateur, faut bien se dire que dans l'essentiel des pays, le conservateur, c'est avant tout le leader conservateur, c'est un patron d'usine moyenne, c'est un propriétaire terrien, c'est un leader religieux, c'est quelqu'un qui a une forme de pouvoir. Et ensuite, il a les moutons derrière. Et en fait, le modèle familial est utile pour lui, pour, pour son modèle économique, qui se doit d'être un modèle économique stable. Là où le libéral dit non, le modèle économique le plus rentable, c'est le modèle économique qui est constamment challengé par de nouvelles idées. Le modèle conservateur est dépassé, il ne produit pas assez, pas suffisamment en valeur. On ne gagne pas assez avec le néoconservatisme, ni individuellement, puisque la plupart restent dans des situations familiales, quelque part. Dans ces milieux conservateurs, on reprend le boulot de ses parents, de ses grands-parents, etc., suivant des castes. Tandis que le néolibéral ou le libéral dit à chacun de s'accomplir par lui-même, et si on s'affranchit justement du néoconservatisme, on peut avoir des capacités supérieures à celles de ses parents. Et donc, produire pour soi-même et donc pour la totalité plus de richesses que si on était enfermé dans le conservatisme. Mais il dit également que le leader conservateur, comme il n'est pas challengé, comme il demande à ne pas être challengé, il est constamment dans la même production de richesse. Il est plus Il ne riche progresse que pas. d'autres, mais il pourrait être 3 fois plus riche, 15 fois plus riche. Donc, ce modèle familial est utile pour une certaine forme d'économie. Et il faut bien comprendre qu'il y en a plusieurs. C'est pas les uns ont raison, les autres ont tort. D'accord. Et enfin, pour ces néoconservateurs ou ces néo-monarchistes, seul un pouvoir fort ou dictatorial peut gérer de grandes quantités de population. Effectivement, le néoconservateur est quelqu'un de très sceptique quant à la possibilité d'évolution intellectuelle des individus. Il est plus ou moins conscient d'avoir été un privilégié, à qui les parents ont donné les moyens d'avoir effectivement ce fameux patrimoine culturel qu'est l'éducation, qui lui permet même d'être des fois anticonservateur pour lui-même. Les milieux conservateurs ne veulent pas entendre parler de certaines idées étrangères quand il s'agit de la masse des gens, mais ils sont les premiers à envoyer leurs enfants étudier à l'étranger, et à l'étranger, ça veut dire en Occident, quand ça peut leur apporter. Mais évidemment, ça coûte cher, c'est pas pour tout le monde. Donc ils veulent bien envoyer leurs enfants étudier en Occident, mais ouvrir une école occidentale ici, certainement pas.
Et donc, ils savent qu'avec ce bagage, ils sont plus intelligents que la masse des gens qui se trouvent dans leur pays. Mais ils se disent, grâce à cela, j'ai le pouvoir sur une grande partie du pays, peut-être des fois la totalité. Mais les gens qui n'ont pas ce bagage intellectuel, eux n'auront pas le pouvoir. Et donc, tant mieux. Comme ça, on partage le pouvoir avec un nombre très restreint de gens. Mais si tout le monde avait le même niveau intellectuel, ce qui est un peu ce que la Révolution française a accompli lors de la massification de son enseignement public, qui à l'époque était un enseignement de qualité, dans ce qu'on appelait la période un peu du Second Empire et surtout de la Troisième République. Là, des gens toujours plus nombreux vont réclamer une part plus grande du pouvoir au détriment de ceux qui le possédaient jusqu'alors. Et ça, c'est pas bon pour les conservateurs. Donc, le conservateur veut maintenir un système où la majorité de la masse est relativement peu instruite pour pouvoir les manipuler. Et il crée une prophétie autoréalisatrice. En réalité, il dit, si la majorité du peuple était éduquée, je devrais partager le pouvoir. Et le pouvoir, pour eux, ne se partage que violemment. Mais il se dit, si les gens sont idiots, je ne partage pas le pouvoir. Sauf que pour maintenir les gens idiots, il faut qu'aucune idée nouvelle ne rentre dans le pays. C'est très difficile à faire. Aucune frontière n'est totalement imperméable. Aujourd'hui, même le pays le plus isolé du monde commence à entendre parler du reste du monde, même la Corée du Nord. On ne le sait peut-être pas encore suffisamment, ça mettra le temps que ça mettra, mais aucun pays n'est imperméable à 100%. Et là, si on attend que les gens commencent à se rendre compte de ce qu'ils ont manqué par des apports extérieurs, alors là, au bout d'un moment, ce sera la révolution, et ce sera à ce moment-là beaucoup plus violent de gérer cette population. Donc, eux qui ne veulent pas partager le pouvoir autour d'un débat, voudraient tout simplement que les gens soient suffisamment cons jusqu'au jour où ils fassent la révolution. Mais comment tenir le pouvoir jusqu'à la révolution, et je dirais jusqu'à la révolution finale qui finira par définition par renverser le pouvoir, eh bien par un pouvoir fort. Donc effectivement, les conservateurs, les néo-monarchistes sont des gens qui sont très cyniques sur la question de l'intelligence des autres. Donc il faut un pouvoir fort, parce que c'est la seule manière de gérer des idiots qui, un jour ou l'autre, finiront par être violents. Peut-être que peut-être que davantage que du cynisme, c'est, de l'égoïsme purement et simplement, vu qu'il s'agit de leur pouvoir et la volonté de le conserver. Le cynisme, après ce n'est que mon avis, mais je le verrais plutôt comme, aujourd'hui ça pourrait marcher, la masse des gens, ne sont pas suffisamment intelligents pour savoir ce qui est bon pour eux, heu, mais les gens éduqués le savent et Mais ce n'est pas forcément une question, le ça serait cynisme, plus du cynisme. plus une prophétie autoréalisatrice, donne de l'égoïsme, tout simplement. C'est cynisme plus prophétie autoréalisatrice donne de l'égoïsme. C'est aussi bête que ça, c'est-à-dire que si je suis pas méchamment, mais on va dire, oui, un peu agressivement détaché de la situation des autres, mais que je tiens à faire une prophétie autoréalisatrice, pourquoi est-ce que je fais une prophétie dans laquelle je vais en fait être partie prenante pour que cette prophétie aille dans une direction? Quelle est la direction de cette prophétie? C'est la mienne, donc c'est forcément de l'égoïsme. Oui. Donc en fait, si on est cynique, mais qu'on se contente d'attendre sur le côté, on est juste cynique. Si on fait cynique plus cynisme plus manipulation, on fait de l'égoïsme, évidemment. Bien. Donc c'est, mais il y a un fort détachement quand on est un leader néoconservateur. On peut littéralement considérer qu'on a dans nos paroles constamment une insulte à l'intellect du peuple.
Là où le néolibéral est un petit peu, à son inverse, trop optimiste et a des fois tendance à imaginer que tout un chacun est aussi intelligent que lui et donc devrait arriver au même niveau de réussite que lui. Mais tout le monde n'est pas forcément un petit héritier. Évidemment, les deux sont des héritiers. Les libéraux sont en réalité des traîtres à la famille des conservateurs. On a longtemps cette histoire. Mais effectivement, Bill Gates ne s'est pas fait tout seul, Elon Musk non plus, etc. Ces gens qui peuvent des fois paraître comme étant les chantres du libéralisme ou du néolibéralisme ne sont pas nés fils de prolo, évidemment. Mais ils oublient par moment que tout le monde n'a pas fait les mêmes études qu'eux. Ouais. Il y a, dans le discours de certains néolibéraux, on sent sur cette question des fois une réelle naïveté sur le sujet. Là où un néoconservateur assumé est littéralement cynique à souhait. Le peuple est con, il est fait pour obéir, et tant que je vous interdirai de, dire, de balancer vos idées occidentales sur mon pays, le peuple obéira à moi. Et bien souvent, en maîtrisant suffisamment l'information, eh bien malheureusement, il a raison. Est-ce que on ne passerait pas du coup au néolibéralisme si vous avez terminé sur le On passe à la conservatisme? suite. Mmh. Alors voici quelques exemples. En fait, là, j'ai voulu illustrer les pays où le néolibéralisme et le néoconservatisme sont peut-être le plus en clash et où cela cause le plus de problèmes. Donc j'ai pris des pays considérés comme émergents pour regarder rapidement en fait leur répartition démographique, c'est-à-dire la répartition de leurs grandes villes. Et on remarque sur la plupart qu'il s'agit de villes côtières ou presque, souvent à l'exception de la capitale, ou alors dans le cas de la Russie, proche, on va dire, de ses voisins européens de l'Ouest, et non pas du Caucase. Donc la partie du pays qui s'est peut-être le plus urbanisée, le plus développée, est donc la partie qui a été le plus en contact avec l'Occident, et donc avec ses idées. Et c'est là qu'on trouve le plus de libéraux. Mais que fait-on de tout le reste du pays? Que fait-on de l'ouest de la Chine, du nord-est de l'Inde, de la Sibérie ou des plateaux d'Anatolie orientale en Turquie? Et surtout, que fait-on des gens qui y vivent toujours? Et les néoconservateurs disent « nous avons fait trop de libéralisme », du moins nous avons laissé trop longtemps, parce que ce n'est pas nous qui avons décidé, on aurait bien voulu conserver le pouvoir, ou du moins que le pouvoir politique, dont nous ne nous mêlons pas officiellement, continue de nous obéir. Le pouvoir politique a trop obéi au libéralisme et a abouti à une situation déséquilibrée, qui pourrait des fois littéralement aboutir, suivant leur délire, à des risques de sécession, avec les régions les plus riches qui lâcheraient les régions les plus pauvres. Même si tout le monde, en réalité, conservateurs comme libéraux, veulent se battre pour les régions les plus riches. Les néoconservateurs, lorsqu'ils, non pas qu'ils arrivent au pouvoir, mais qu'ils ont des fois un pouvoir politique qui les écoute plus, n'en ont plus grand-chose à foutre des régions pauvres du moment que l'argent tombe dans leur poche. Eux-mêmes n'ont pas tellement envie d'y vivre dans ces régions désolées. Mais c'est pour certains, pour des gens qu'on pourrait plutôt appeler des unionistes, c'est un problème. Il faut trouver donc un équilibre entre néoconservatisme et néolibéralisme, parce que on pourrait tout simplement avoir des régions trop désolées, et surtout lorsque la croissance ralentit, eh bien, le flux migratoire, l'exode rural des campagnes vers les grandes villes, lui, ne s'arrête pas. C'est-à-dire que lorsqu'un pays perd sa croissance, son peuple ne l'accepte pas immédiatement. Donc des gens vont aller en ville alors qu'il y a de moins en moins d'opportunités d'y faire fortune. Et ils vont emmener leurs idées, sauf que s'il n'y a pas de réussite sociale à la clé, ces idées, il ne va pas les changer. Et donc aujourd'hui, la frontière entre le néoconservatisme et le néolibéralisme, il n'est pas tellement entre ces grandes villes et la province, il est au sein même des grandes villes, entre quartiers pauvres d'un côté et quartiers de classe moyenne et quartiers de classe riche d'un autre côté.
Mais effectivement, la campagne ne constitue bien souvent qu'une extension des quartiers pauvres de la grande ville des environs. Mais ces deux courants n'ont-ils pas moyen de s'entendre justement dans ces pays, heu, en faisant un compromis? En conservant le modèle, social, on va dire, mais en continuant le développement économique, en mélangeant conservatisme et libéralisme. Ce qui permettrait aux conservateurs de garder le pouvoir et de s'enrichir. Comme le dit si bien le proverbe, le pouvoir ne se partage pas. Et surtout, malheureusement, il ne se partage pas dans des pays qui n'ont peut-être pas connu la maturité de ce que c'est que de devoir réellement partager le pouvoir avant que ça se termine en guerre civile. Qui n'ont pas compris que si on ne fait pas ça, c'est ce qui s'amène. Comme je le disais avant, il faut que tout change pour que rien ne change, parce que si rien ne change, tout changera dans la violence. Malheureusement, trop peu de gens sur Terre l'ont compris. Et en réalité, on ne peut pas non plus totalement dissocier économie et société, en réalité. Dire on va laisser l'économie aux libéraux et la société aux conservateurs, si les libéraux décident d'ouvrir le pays à des investisseurs étrangers, notamment principalement occidentaux, pour des produits de grande consommation, pour du Coca-Cola, pour autre chose, ces entreprises vont venir avec leur publicité. Et cette publicité possède aussi un message culturel, un message d'émancipation. Avec les films, avec tout un tas de choses, il y a un modèle de société qui est montré pour illustrer le produit ou service que l'on souhaite vendre. Et donc forcément, ça aura une influence sur la société et pas uniquement des rentrées d'argent. Un pays conservateur par excellence, malgré son enrichissement économique, c'est le Japon, dont on dit qu'il a effectivement des traits qui sont toujours très conservateurs alors qu'il a été deuxième puissance économique mondiale et surtout qu'il a rompu sa longue politique d'isolement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais malgré ce que certaines personnes peuvent en voir, et c'est choquant sur certains aspects, le plus connu étant la condition de la femme, le Japon a énormément changé culturellement et il est aujourd'hui l'un des plus occidentalisés des pays d'Asie, si ce n'est le plus. Le On trouve Japon des, pro le on Japon trouve progresse des toujours. hamburgers, je dirais, presque à chaque coin de rue d'une mégapole japonaise, ce qui est encore totalement inenvisageable en Iran. Et en réalité, ça a changé la façon dont la société réagit. Les néoconservateurs n'ont pas forcément pu s'opposer sur tout. Donc, il est impossible en réalité de dissocier économie et société en totalité. Et donc, les deux courants, libéraux et conservateurs, veulent le pouvoir surtout, parce que le pouvoir ne se partage pas. Mmh, là-dessus, je poserais quand même la question, effectivement, ça rejoint un peu l'exemple japonais, mais pas totalement, avec le cas de la Chine, encore une fois, la Chine continentale, qui a eu une période de fort développement économique et d'ouverture partielle, bien que contrôlée sur le monde avec, entre autres la période avec Deng Xiaoping et qui s'est poursuivie, avec ses successeurs et qui pourtant est resté, dans les faits, très conservateur à l'intérieur, tout en ayant, au moins en façade, ouvert l'économie et permis un développement économique et la perpétuation de l'élite politique, avec les princes rouges notamment, Alors, il ne faut pas oublier ce que je disais tout à l'heure, dans un régime communiste, et encore officiellement communiste, ce qui est le cas de la Chine, ce qui n'est plus le cas de la Russie, et depuis longtemps, l'État et les milieux conservateurs ont fusionné. Donc, c'est l'État qui contient les milieux conservateurs qui va définir ce que doit être la société. Ça Là sous-entend où donc dans qu'il n'y a d'autres pas de friction? pays, comment? Ça sous-entend donc qu'il n'y a pas de friction justement, en Chine entre les tenants d'un libéralisme et justement ces tenants du conservatisme à l'intérieur même de l'État? Pas tellement. En réalité, les frictions qu'il y a en Chine au sein de l'appareil politique, c'est uniquement des rivaux individuels. Mmh. C'est qui veut être calife à la place du calife. Mais ils n'ont rien de différent. C'est juste un tel possède tel et tels appuis au sein du parti, tel autre a un peu la même chose à telle ou telle région, tel échelon différent, mais ils sont effectivement relativement d'accord sur tout. Ils sont juste jaloux l'un de l'autre. Mais
Le conservatisme est effectivement là en Chine, notamment sur la question des mœurs. Effectivement, il est encore très fortement là. Mais l'occidentalisation du pays, elle va bon train. Et d'ailleurs, malgré l'ouverture économique du pays, l'État essaye de freiner des quatre fers pour la libéralisation Mm. de la société. Ce qui prouve que lorsqu'on ouvre l'économie, la société s'ouvre, que vous le vouliez ou non. Oui, c'est pour Et ça que l'État garde un très fort contrôle sur l'économie et que beaucoup d'entreprises sont, ça, sinon nationalisées, au moins partiellement, publiques. c'est dans le cas d'un régime communiste, ou alors je mettrais également ce sac-là, je mettrais également la République islamique d'Iran, parce que le système politique et les milieux conservateurs forment un seul et même bloc. Si vous preniez d'autres pays, comme des pays d'Amérique latine, des pays africains, à chaque fois, les gens vous diront, il y a l'État et il y a des milieux conservateurs. Il n'y a pas nécessairement des politiques conservateurs, il y a des politiques qui font des arrangements avec les milieux conservateurs. C'est ces deux forces qui des fois collaborent et des fois sont en contradiction dans ces pays-là. Mais dans un pays communiste ou alors dans la République islamique d'Iran, les deux sont la même. Donc, ce qui est des fois très choquant, c'est que ce conservatisme peut être très fort sur certaines questions et peut des fois, quand ça ne renégocie pas leur pouvoir, être très coulant sur d'autres choses. Quand la République islamique d'Iran est venue au pouvoir, avec la chute du régime du Shah, les religieux étaient extrêmement sévères sur les tenues vestimentaires des femmes, mais certainement pas sur celles des hommes. Et là, on pourrait se dire, les gens vont s'habiller comme ils l'ont toujours fait en Iran. Eh bien, figurez-vous qu'en Iran, même après l'arrivée au pouvoir des mollahs, la jeunesse iranienne, qui en avait les moyens, s'habillait en pâte d'ef et en col de chemise pelle à tarte. Comme on le faisait, bon, c'était un petit peu passé de mode quand même en Occident, mais à 10 ans près. Les mollahs n'ont absolument pas lutté contre cette évolution, par exemple, vestimentaire. Par contre, ils estimaient qu'il fallait lutter contre le burger. Par contre, ça, c'était trop culturel, par exemple. C'était trop la marque d'une culture autre. Mais des fois, la perception peut être bizarre. Mais là, on a vraiment des exemples de régimes où, comme l'État a vraiment intégré les milieux conservateurs, on peut dire qu'il n'y a plus de conservateurs. Parce que tout le monde est conservateur. Mmh. Sur les questions, en tout cas, qui sont indiquées comme telles par l'État. D'accord. On peut passer au suivant, du coup? Passe à la suite. Alors, on peut des fois entendre en définition que le néoconservatisme serait un retour du conservatisme dans les pays occidentaux, puisque les pays occidentaux seraient historiquement ceux, dans l'histoire de l'humanité, où le libéralisme a, à un moment donné, effectivement pris le pouvoir, ou du moins qu'il a constitué, on peut dire, l'idéologie dominante de la plupart des partis politiques qui prenaient le pouvoir. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment de quelque chose de nouveau, ou justement, en tant que néoconservatisme, il s'agirait de quelque chose d'ancien? Surtout que on peut voir ressurgir des discours anciens sur certaines questions, en imaginant que dans le passé, toutes les forces politiques du même pays étaient d'accord sur cette question, ce qui était des fois très loin d'être le cas. L'Occident a été une région du monde qui historiquement a énormément évolué en termes d'idées et d'idéologie, et en réalité, la politique ne parle pas nécessairement de tout en même temps, évidemment parce que sinon ce serait inaudible. Mais il ne faut pas forcément croire que parce que deux partis politiques opposés, à un moment donné, dans une campagne électorale, ne vont pas évoquer un sujet, qu'ils ne sont pas nécessairement en accord sur ce sujet. C'est juste qu'ils n'en ont pas parlé.
Aux États-Unis, par exemple, euh, au cours du 19e siècle, il y a eu des mouvements assez forts parmi des partis politiques qu'on appelait réellement des fois des libéraux, qui étaient non pas pour l'avortement, mais pour une natalité beaucoup plus régulée que ce qui avait traditionnellement lieu à l'époque aux États-Unis. Il y a même eu des discours qui sont aujourd'hui qualifiés de totalement racistes, hein, qui considéraient il fallait presque imposer une stérilisation forcée de certaines femmes venant de certaines origines sur le sol américain pour éviter de se faire grand remplacer. On parlait presque de grand remplacement à l'époque. Il y avait eu il y avait eu des projets de loi pour interdire, par exemple, à des familles asiatiques, c'était à l'époque, ils avaient vraiment peur de se faire remplacer par des Japonais ou des Chinois, euh, pour limiter le nombre d'enfants pour les Américains originaires d'Asie. Et ce, sur plusieurs générations, hein, ce qui est totalement à l'encontre d'un principe d'intégration, en réalité. Ça veut dire que sur plusieurs générations, pour eux, un Américain d'origine asiatique resterait toujours un Américain d'origine asiatique. N'était-ce pas dans la veine du développement des théories du darwinisme social et de l'eugénisme Oui, qui en ont découlé? oui, donc tout ça, c'était pour dire que lorsque au 19e siècle, aux États-Unis, comme dans toutes les autres périodes, des démocrates et des républicains ont alterné au pouvoir, si la question la plus importante du moment, c'était de réguler plutôt l'économie, avec notamment fin du 19e siècle, ce qu'on appelait le règne des barons voleurs, qui étaient ces magnats qui dirigeaient la plupart des grosses entreprises des secteurs de l'acier, de l'essence, de la bière et de la construction, qu'il ne fallait pas forcément non plus être pour ou contre les questions démographiques. Donc le fait aujourd'hui de voir des gens être dans des pays occidentaux plutôt pronatalistes, effectivement, ça a toujours existé, mais ils n'ont pas toujours été au pouvoir. Ils n'ont pas toujours eu le discours dominant. Là où dans d'autres pays, on peut effectivement parler effectivement d'un retour d'un pouvoir qu'ils ont toujours eu. Parce qu'effectivement, lorsque la politique se déroulait sous la monarchie, globalement, une monarchie, c'est de droite, hein. Je n'ai pas dit d'extrême droite, mais c'est de droite. La monarchie est ce qui définit le conservatisme, comme je l'ai dit dans mon slide précédent, parce que les conservateurs estiment que la monarchie était quelque chose de stable qu'il aurait fallu perdurer. Simplement parce que c'était eux qui avaient le pouvoir pendant la monarchie, notamment le pouvoir économique. Donc, lorsqu'un pays n'a connu que la monarchie, puis une expérience républicaine, et qu'ensuite il tient à prendre des fois sa propre liberté, si souvent cette période républicaine était une période communiste, qu'ils vont appeler une période d'occupation soviétique, on va parler de retour des conservateurs. Parce qu'au final, ils n'ont connu qu'une seule itération. Tandis qu'une république, effectivement, qui existe depuis longtemps, mais une république pluripartiste, effectivement, a pu avoir une alternance entre des conservateurs et des libéraux qui, au bout d'un moment, finissent par suffisamment se voler des idées les uns aux autres pour finir par se définir comme étant plutôt de droite et plutôt de gauche et ne plus forcément avoir quelque chose à voir avec la définition initiale de ce qu'ils étaient en tant que libéraux et conservateurs. Lorsque, en Iran, une grande partie de la jeunesse de Téhéran a voulu l'établissement d'une république islamiste, c'était quelque chose de nouveau pour eux. Puisque l'Iran n'avait jamais été un pouvoir théocratique avant. Mais on peut considérer que c'est une monarchie avec un autre habillage. Mais une monarchie pour mettre fin à une autre monarchie, qui était soi-disant plus libérale. Alors qu'en fait, elle était dictatoriale sur la société, mais qu'elle était libérale sur l'économie. Là où ce que les jeunes de cette époque voulaient, c'était l'inverse. C'était moins libéral sur l'économie et quelque part peut-être plus libéral sur la société.
Ils ont Est-ce peut-être qu'au été perdus. final, ils ont eu ce qu'ils ont ce qu'ils ont voulu? C'est pas sûr. Eh bien, effectivement, quand l'ayatollah Khomeini est arrivé au pouvoir, il a rappelé aux jeunes de Téhéran qu'il devait être le guide suprême de la révolution, pas seulement pour Téhéran. Il fait partie de ces pays dont j'ai montré la carte tout à l'heure. Il y a Téhéran, oui. Il faut aussi compter avec les paysans du Khorasan. Vous n'allez pas leur dire commencez à toucher à leur système familial, commencez à faire moins d'enfants, commencez à vivre un peu plus pour vous-même. Non, non, le Khorasan, il va pas vous suivre, et le Baloutchistan non plus. Donc, il est rapidement arrivé à cette même conclusion de ce grand écart entre quand une période d'économie libérale arrive, elle a tendance à développer certaines régions beaucoup plus que d'autres et à créer un grand écart donc économique et donc culturel et sociétal aussi. Bah, ça comble certaines inégalités, mais ça en crée aussi de nouvelles, voire de plus profondes. Euh, des fois, les gouvernements essayent de contrôler une économie à laquelle ils ne comprennent rien. Pour rediriger des flux économiques afin de développer plus certaines provinces que d'autres, c'est très difficile et ça se fait sur le très long terme. Et malheureusement, des régimes révolutionnaires tendent à manquer de patience. Et les peuples qui les soutiennent encore plus. Beaucoup de gens espèrent souvent des miracles économiques qui se déroulent en 5 ans, ce qui est totalement irréaliste en réalité. Il y a certains miracles technologiques qui peuvent amener ça. Effectivement, on a connu à l'échelle du monde des progrès immenses grâce à l'arrivée de l'informatique, mais ce genre de révolution technologique est au final extrêmement rare. Et changer, je dirais, des flux économiques pour éviter justement les grands écarts culturels entre les différentes régions, c'est des fois désobéir à la géographie, parce qu'il ne faut pas oublier que l'économie, au départ, c'est la gestion des ressources éco, c'est-à-dire de la terre. Si une terre est fertile, alors les gens sont venus y vivre depuis l'aube de l'humanité, parce que la première économie de l'humanité pendant très longtemps, c'était l'agriculture. Et ensuite, dans ce capital qui s'est constitué, qui est une population, on peut constituer effectivement des métiers plus élaborés, plus fins et qui donneront plus de plus-value. Mais une région qui n'a jamais été peuplée parce que c'est un désert, les quelques gens qui y vivent sont effectivement avec une mentalité très haute, mais ce sera difficile, voire quasiment impossible de les faire évoluer parce que ce sera difficile, voire quasiment impossible de faire évoluer l'économie de cette région. D'accord. Mais en ce qui concerne la définition du conservatisme, donc fait nouveau ou résurgence d'un phénomène ancien, ça peut être tout simplement suivant l'histoire du pays et surtout suivant ses soubresauts récents. Un pays peut n'en être qu'à ses tout premiers soubresauts politiques. Donc le néoconservatisme peut être quelque chose de réellement nouveau. Tandis que dans des pays occidentaux, on peut tout simplement, des fois, souvent appeler ça la droite, mais qui est tout simplement une droite qui a évolué, tout comme il y a eu une gauche qui a évolué, et qui a changé quelque part ses idées, et quelque part c'est normal. Parce que s'il y a eu énormément de changements économiques, malgré tout, eh bien oui, la société a évolué, et donc normalement dans un pays qui fonctionne bien, les idées proposées par les partis politiques sont censées évoluer aussi. Oui, bah, en général, les conservateurs d'aujourd'hui auraient été des progressistes dans le passé, si on voit ce qu'ils défendent. C'est Effectivement, c'est et, et toute l'ironie du souvent conservatisme. et souvent dans les pays des fois un peu intermédiaires, c'est-à-dire qui ne sont pas encore riches, mais qui commencent à sérieusement émerger, et donc beaucoup de pays d'Europe de l'Est, le point de vue entre un pays d'un Ouest européen sur cette situation, c'est de dire oh mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes ultra conservateur quand ils parlent de certaines personnes. En fait, ils disent non, ce que vous appelez ultra conservateur, nous on appelle ça la droite normale. On a Ouais. quelques ultra conservateurs, mais là ils sont 5-10% même pas, quoi. C'est ridicule. C'est juste que on a une droite qui n'est plus la droite d'avant.
mais qui restent de la droite quand même, c'est-à-dire qui se revendiquent vaguement de la droite d'avant. Bah, Donc ça ils vont reste du garder conservatisme. quelque chose. C'est donc plus un pays se développe dans ses soubresauts, plus il acquérera, on va dire, de la finesse dans son grain politique. Et Hmm. on est censé, en gros, avoir de plus en plus de partis politiques différents, donc un panel de plus en plus détaillé. Alors que dans beaucoup de pays du monde, finalement, dans lesquels il y a effectivement plus d'un parti, hein, ce n'est pas le cas partout, mais souvent on en a deux. Ouais, c'est ça, ça laisse la situation être un peu ironique avec les États-Unis qui sont, Oui, dominés par qui est 2 grands effectivement partis, plutôt une exception, oui, mais avec beaucoup de nuances à l'intérieur, mais c'est quand même 2 partis principaux, quoi. voilà. Mais en France, on a au moins 5 ou 6 partis politiques et il y a, même dans des pays d'Europe de l'Est, il y en a au moins le même nombre, bien souvent. Donc c'est aussi dû en partie aux soubresauts. C'est dû aux occupations étrangères, à la domination politique, etc. Mais dans des pays qui sont vraiment trop débutants des fois dans leur vie politique, on n'en compte que deux, hein, les partis politiques. Donc, Mmh. est-ce qu'on peut les qualifier à chaque fois de libéraux et de conservateurs? Eux vont peut-être être qualifiés comme ça, ou se qualifier comme ça, mais pas forcément être d'accord. Et donc, c'est pour ça que ce que je disais au début, hormis dans des régimes souvent à parti unique, qui ont été les dictatures communistes ou la République islamique d'Iran, où là, on a une identification claire entre le conservatisme et le système politique. Sinon, on est en train de parler de courants de pensée qui traversent les sociétés et les gens, plus qu'ils ne sont affectés à un parti ou à un autre. Oui. Bah, c'est, ah, comme qu'est-ce que je voulais dire? Heu, Bah, c'est bien malin. J'ai oublié ce que je voulais dire. Dommage. Ah oui, si, heu, le justement, peut-être que la différence entre ces 2 courants principaux dans les pays jeunes, en termes d'expérience politique, se différencierait principalement par un parti qualifiable de libéral avec une volonté, heu, d'avancer, on va dire, d'ouvrir l'économie, d'ouvrir la société, à de nouvelles choses pour aspirer à la prospérité et un parti plus conservateur, enfin, vu comme conservateur, prudent et attaché à des valeurs justement, bah, plus, à des valeurs qui ont cours, voire à des valeurs qui ne sont plus et qui seraient une garantie de stabilité et de contrôle. Oui, après, les libéraux se sentent, comme je l'ai dit, plus à leur aise dans une forme de système économique. Il ne Oui. faut pas oublier que l'humanité a vécu beaucoup plus longtemps dans des économies de faible échelle, de faible Mmh. rendement, et même quand les États ont fini des fois par se constituer des frontières stables, par des économies plus nationales que par une économie totalement ouverte. Et donc, c'est le type de système économique que défendent les conservateurs. L'économie n'est pas l'apanage des libéraux. Les libéraux ont Oui. une forme d'économique. Et aujourd'hui, on a même dans des pays qui ont connu des phases ultralibérales, des conservateurs qui ne veulent pas seulement sauver les anciennes mœurs, mais qui veulent également un refermement économique. Parce qu'ils disent, nous avons ouvert l'économie à une époque où nous étions puissants et où c'était nous qui influencions le reste de la planète. Vous ne Ce n'est pensez plus le évidemment à cas. aucun pays en particulier. Aujourd'hui, les États-Unis veulent une économie qui se referme parce qu'ils estiment que maintenant, ils commencent à être moins Bah oui, puissants et s'ils maintiennent une économie ouverte, ce n'est ils vont plus se faire eux qui croquer. vont influencer la Chine, c'est la Chine qui va les influencer eux. Notamment, ça a été l'un des grands débats avec l'entreprise TikTok. Mmh. Donc aujourd'hui, des gens disent, nous sommes anti-libéraux. Parce que le libéralisme voudrait qu'on ouvre le marché américain à TikTok, mais à ouvrir le marché américain à TikTok avec les abrutis qui sont les Américains, c'est donner toutes les informations des Américains à la Chine, Mmh. qui les utilisera pour nous détruire. Nous, Antilibéral, au c'est moins quelque chose économique. de totalement antilibéral, puisque pourquoi empêcher les Américains de consommer du TikTok s'ils veulent consommer du TikTok? Après tout, c'est leur argent, ils en sont propriétaires. C'est ça. Donc,
Le conservatisme a son modèle économique. Après, antilibéral économique ne veut pas nécessairement dire antilibéral socialement ou sociétalement. Si, c'est juste que antilibéral, conservateur, ça ne veut pas dire sans économie. Sans économie, ça n'existe pas. C'est un autre modèle économique que nous avons connu pendant très longtemps et c'est juste qu'en Occident, nous avons eu tendance à l'oublier. En général, on accole, le terme d'antilibéral est vu, bon, probablement à juste raison sur certains aspects, comme quelque chose de très péjoratif, vu que le libéralisme, c'est la liberté économique et de l'individu, dans l'esprit des gens. Mais tout comme les mots ont tous leur, malheureusement, leur connotation. Tout le monde estime que la liberté c'est bien, sauf que, enfin moi j'ai appris que une liberté c'est une responsabilité qui va avec. Chose avec lesquelles les féministes modernes ont beaucoup de problèmes. Mais c'est aussi, quand on oublie les connotations, on peut toujours trouver un synonyme qui veut dire la même chose sans la connotation. Mmh. Antilibéral en termes économiques, ça veut juste dire protectionniste. Protectionniste, là, ça fait toujours beaucoup. Ça fait nettement mieux parce que ça veut dire protéger. Mais parce que la liberté, ça peut aussi être la liberté de se faire du mal à soi-même ou d'en faire à son Mmh. pays. Donc, effectivement, et le mot conservateur lui-même a une connotation positive, conserver, Oui, c'est quand même bien. Tandis que de dire traditionnaliste, ça fait beaucoup plus figé dans le temps. Ça fait beaucoup, alors que ça peut être littéralement la même chose. Conformiste, ça peut être les deux. Ça peut être confort ou conforme. mmh, c'est vrai. Donc, on peut dénommer une seule et même idée de 15 manières différentes et y trouver toujours une connotation qui nous plaît ou qui ne nous plaise pas. Il Disons s'agit qu'on de a bien certaines habiller. appellations avec lesquelles on est peut-être plus habitué qu'à d'autres. Mmh. Quand on est conservateur, aux États-Unis, on n'a pas honte de dire on est conservateur. En Allemagne, quand on est conservateur, on se définit comme chrétien-démocrate. Oui. Moi, si vous me trouvez un programme politique dans la Bible, je veux bien. Je ne sais pas trop si Jésus il avait des idées sur les taux de taxes ou sur les politiques de frontières ouvertes ou fermées, j'en sais rien. Le pauvre gars, il vivait en Judée en 1er siècle notaire au début de l'Empire romain. Lui, il était juste vaguement gentil avec tous ceux qui l'entouraient, un petit peu hippie, quoi. Non, si vous êtes allemand et conservateur, dites-le. Sauf que dans ce contexte culturel, en Allemagne, être qualifié de conservateur, c'est à deux doigts du nationalisme. Et le mot nationaliste, On leur on rajoute devrait quelque chose et commencer puis à en ça avoir devient un peu mal. moins honte en France, mais aller faire avaler ça à un Allemand. Oui. Aller faire avaler, ça peut avoir une connotation positive que d'être nationaliste en étant allemand. Ils ont un certain passif avec ça, on va dire. Oui, ils ont une certaine Vergangenheitsbewältigung. J'estime aujourd'hui que leur honte caricaturale du passé leur fait plus de mal que le passé n'en a fait lui-même. Ils ont effectivement juste donné la totalité de ce que constituait leur pays, effectivement, à des néolibéraux. Et on peut considérer que l'Allemagne, même post-réunification, même avant, est peut-être l'accomplissement le plus abouti en Europe de ce que le libéralisme peut produire à l'échelle d'un État. Des individus totalement déracinés, désidentifiés, mais parfaitement utiles au marché, et qui sont tous censés s'accomplir eux-mêmes. Mmh. Donc, euh, il ne faut pas dire les libéraux, c'est l'économie, les conservateurs, c'est la société. Les deux ont besoin des deux. Il est vrai que les libéraux veulent plus souvent contrôler l'économie pour que la société suive afin qu'elle les serve dans l'économie. Les conservateurs veulent contrôler la société pour que ce soit l'économie qui suive. Mais les deux veulent le contrôle sur les deux et les deux ont eu historiquement un type de société et un type d'économie qui leur était propre. Des économies plus, entre guillemets, collectivistes, mais sans que l'État y foute son nez. C'est plus l'apanage des conservateurs, des économies beaucoup plus créatrices, beaucoup plus créatives, basées sur des unités individuelles, c'est beaucoup plus les libéraux. Mmh. Est-ce qu'on peut passer du coup à la suite? On peut passer à la suite.
La fameuse compatibilité. Alors, pour des fois avoir une définition du néolibéralisme, mais en termes économiques, je peux être assez d'accord avec ce qu'en disait Pierre Bourdieu. Il s'agit d'un programme de destruction des structures collectives capables de faire obstacle à la logique du marché pur. Ça sous-entend effectivement que le libéralisme, et effectivement historiquement à chaque fois c'est le cas, succède au conservatisme, parce que le libéralisme est une idéologie plus jeune, qui est apparue plus tardivement dans l'histoire de l'humanité, parce que le conservatisme a été historiquement presque un de nos instincts animaux. C'est un instinct de préservation collectif. Maintenant, on n'en est plus vraiment aujourd'hui au stade des cavernes. Effectivement, j'entendais il n'y a pas si longtemps sur une chaîne YouTube que la, le mimétisme, le conservatisme, c'est-à-dire le fait de transmettre à notre descendance des valeurs, est ce qui, historiquement, lors des premiers stades de l'humanité, est ce qui nous a permis de survivre et de nous répliquer en masse. Parce que lorsqu'un homme, dans la jungle, sait quelle plante est comestible et laquelle ne l'est pas, s'il ne transmet pas ce savoir à ses enfants, il prend le risque que ses enfants mangent quelque chose d'empoisonné et meurent. Donc, effectivement, conserver ces idées a été un instinct de survie, mais dans les premiers stades. Il ne faut pas dire que c'est toujours nécessairement d'actualité aujourd'hui dans des sociétés beaucoup plus développées et qui n'ont plus affaire aux mêmes menaces. Maintenant, où se situe le libéralisme et le conservatisme, des fois sur une échelle politique, et comment passe-t-on de l'un à l'autre? On a tendance à placer des fois le conservatisme à droite. Quand on voit le libéralisme uniquement sous l'angle économique, on a tendance à le placer à droite aussi. Mais on peut voir que si on regarde mon schéma, le néoconservatisme est vu comme étant la droite du travail et si tu peux mettre la Oui, souris. nous y sommes. Hein. Donc, c'est la droite au niveau du travail et c'est aussi la droite des valeurs. Donc, on est à droite, le conservatisme, d'accord? Tandis que le libéralisme serait la gauche des valeurs et donc la droite du travail. Et c'est quand on veut aller vers, donc plutôt c'est quand on parle du travail qu'effectivement conservateurs et libéraux se rejoignent. Maintenant, le travail ne fait pas tout. Le néolibéralisme a eu tendance à faire croire à l'humanité que les individus ne pouvaient être que créatures de travail et d'accomplissement personnel, et qu'il n'y avait plus rien de commun. En réalité, les libéraux sont plutôt venus, après avoir été au départ des traîtres à la famille de droite, à la famille des conservateurs plutôt, puisque c'est un peu difficile de qualifier ça de droite et de gauche à une époque où il n'y avait presque dans la société que la mentalité conservatrice. Mais sur la question des valeurs, le libéralisme vient de la gauche. Ce qui veut dire que le mouvement, c'est le fait de rester sur la valeur travail, mais de commencer à construire autre chose sur la question des valeurs, ce qui veut dire que ils ne sont pas d'accord effectivement sur tout avec les conservateurs, mais surtout, ils ont commencé à s'inspirer d'autres familles politiques. Quand on est on a l'impression que tout n'est que travail, ne vous occupez pas des valeurs. Et c'est lorsqu'on voit des fois des messages subliminaux, qu'on voit des fois le mode de vie de ces libéraux,
qu'on voit qu'ils ne vont pas nécessairement eux-mêmes, les leaders libéraux, comme je parlais des leaders conservateurs avant, les leaders libéraux ne vont pas pour eux-mêmes nécessairement dans la même direction que celle qu'ils indiquent à leur électorat. Donc, les valeurs sont pour eux à évoluer. Les libéraux ne sont pas des conservateurs, ils ne sont pas des immobilistes. Et pour que des valeurs évoluent, c'est ce qu'on appelle un peu du progressisme. C'est un mot chez nous qui est quand même plutôt associé à la gauche. Comme les libéraux, notamment les leaders libéraux, sont souvent des dirigeants économiques très créatifs, ils aiment bien effectivement que les valeurs changent parce que ça leur fait de nouveaux marchés. Quand les gens pensent différemment, ils achètent différemment. Et ça, à chaque fois, pour eux, ça leur permet de vendre un nouveau produit. Et eux, ils aiment bien gagner de l'argent en se challengeant, en faisant de nouvelles idées, ce que les conservateurs ne veulent pas faire. Ils sont dans ce qu'on appelle des business familiaux. On fait les choses comme le faisait papa, grand-papa, etc. Et des libéraux, eux, ils veulent que chaque génération de patrons, même en elle-même, ait plusieurs idées au cours de sa vie. Donc, néoconservatisme et néolibéralisme sont compatibles sur la valeur travail, surtout sur celle qu'ils imposent aux autres. Donc ça, c'est quelque chose, mais effectivement, le néolibéralisme voudrait que le travail détruise, comme le dit Bourdieu, toutes les structures collectives qui s'opposeraient à l'enrichissement maximal des plus capables. Tandis que le néoconservateur cherche à maintenir la stabilité. Il veut que lui soit à la tête de la pyramide, mais qu'il reste une pyramide. Et que chacun trouve un intérêt soi-disant à sa taille au sein de la pyramide pour que la pyramide reste stable. Donc, le système conservateur, où la valeur travail du conservateur apparaît comme nettement plus stable. Pas nécessairement plus juste, mais plus stable. Tandis que pour qu'il y ait plus de justice, pour le libéral, il faut qu'il y ait plus de chaos. Parce que, au final, pour le libéral, l'homme sera toujours rien d'autre qu'un animal évolué. Donc, ce qui est le plus juste, c'est que les forts doivent survivre et que les faibles doivent mourir. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus réjouissant entre la servitude éternelle ou la loi de la jungle, si on exagère un peu les traits. C'est ça, c'est la survie des plus aptes, enfin, les plus aptes ou ceux qui ont le plus de chance au départ. Parce que ceux qui ont le plus de chance au départ sont les descendants des plus aptes. Oui. Aussi. Parce qu'effectivement, ce qui est en tout premier lieu une entaille au libéralisme pur, car le libéralisme pur n'a jamais été mis en place. En réalité, pas plus que le communisme pur, comme je le disais avec le débat entre Lénine et Tatiana Kollontai, uniquement qui serait le socialisme le plus pur, y compris au niveau sexuel et familial. Le libéralisme pur, lui non plus, n'a jamais été mis en place parce que il faudrait notamment mettre fin à l'une des lois à laquelle les libéraux tiennent le plus et qui définit pour eux la propriété privée sur le long terme et qui est la question de l'héritage. Et effectivement, nous sommes nous-mêmes en grande partie de l'héritage. Un héritage qui n'est pas que matériel. Mais la question de l'héritage, c'est effectivement, ce n'est plus survival of the fittest. Ce n'est plus la survie des plus aptes, c'est la survie des plus aptes et de leurs descendants. Ouais. La justice et donc la survie des plus aptes, non pas individuellement, mais collectivement. C'est ça, la justice et le côté positif du libéralisme crée du coup de l'injustice sur la longue durée. C'est aussi l'une des valeurs sur lesquelles les libéraux et les conservateurs, dans un pays
ou qui n'est pas une dictature à parti unique, sur lesquels ils se retrouvent, c'est qu'en réalité, il y a pour eux un troisième acteur qu'ils détestent tous les deux et qu'ils veulent voir totalement détruit pour s'accaparer son pouvoir par la suite. Et cet acteur, c'est l'État. Ouais. Donc, euh, j'ai envie de répondre des fois aux libéraux qui disent il est normal pour l'être humain d'être dans la survie des plus aptes, survival of the fittest, mais j'ai envie de leur dire c'est déjà fait. C'est ce qu'on appelle des États. Pourquoi est-ce que la France existe en tant qu'État indépendant officiellement, mais que la Bourgogne n'existe plus en tant qu'État indépendant? J'ai rien contre les Bourguignons en tant que région française, c'est très bien avec leurs escargots et surtout leur moutarde, mais ils ne sont plus un État indépendant. Pourquoi? Parce que les Francs ont été plus fittest qu'eux. Donc de dire survival of the fittest, pourquoi ça ne devrait être que les leaders libéraux et les membres de leur famille? Quelque part, on devrait être tous une famille, celle des Français, qu'on appelle donc la nation, qui est censée être portée par un État. Tandis que les conservateurs, eux, parlent de société qui est dirigée par eux, en tout cas c'est ce qu'ils estiment, avec une économie qui suit, là où les libéraux estiment que c'est une économie avec une société qui suit. Mais les deux veulent détruire l'État comme leur principal concurrent pour le moment. Y sont-ils parvenus? Chacun juge. Ça, on va dire qu'ils font un travail de dépeçage. Il n'est pas encore abouti. Ils font un travail de dépeçage tant qu'ils sentent qu'il y a un État fort, c'est-à-dire un État qui n'est pas totalement leur client. Il y a des pays dans le monde où l'État est totalement client des conservateurs et des libéraux. Par conséquent, ces derniers ne cherchent pas à le détruire. Ils peuvent le contrôler en un claquement de doigts. Comme Tant par qu'il y a, exemple. si un État se développe suffisamment, si sa population s'éduque suffisamment pour qu'il y ait une offre politique plus grande et qu'effectivement il y ait plus de partis politiques auxquels les conservateurs et les libéraux doivent faire du clientélisme et où il y a plus de mix, de choix, alors l'État sera plus fort que des leaders conservateurs ou libéraux. D'accord. Donc effectivement, néoconservatisme et néolibéralisme se rejoignent sur certains points. On passe à la suite. On passe à la suite. Alors, est-ce que le néolibéralisme, c'est des traîtres à la droite traditionnelle qui ont fait une droite à eux, ou est-ce qu'il s'agit d'une idéologie que l'on peut trouver, des fois heureusement ou malheureusement, parmi n'importe quel parti politique? On a sur le schéma que je montre là, je ne sais pas si c'est Oui, bien visible, bien lisible surtout, droite et gauche. on a quelque chose qui nous vient des États-Unis, qui essaye de, comme des fois ils ont un peu du mal à qualifier les choses de droite et de gauche, parce que des fois ils estiment que simplement parce qu'ils ont été très longtemps anticommunistes, ils étaient donc par opposition, eux, tous de droite, ce qui était peut-être vaguement le cas pendant la guerre froide et encore. Ils ont tenté d'expliquer ça dans leur matériel éducatif à leurs élèves pour savoir qu'est-ce qui est la gauche, qu'est-ce qui est la droite, sachant qu'ils ont des fois eux-mêmes énormément de mal à situer les démocrates et les républicains là-dedans. Donc ils ont qualifié ça un peu de manière, on va dire, mondiale. Ils ont mis quelques éléments pour essayer de s'y repérer. Ils estiment que, par exemple, la gauche, lorsqu'elle est au pouvoir, aurait des gouvernements de type communiste, ou Labour, travailliste, ou démocrate, donc ce serait le Parti démocrate américain, tandis que la droite aurait des partis qualifiés de nationalistes, suivant certains pays, je pense qu'ils pensent principalement à l'Allemagne hitlérienne, conservateurs, pour les pays où il y a des partis qui s'appellent comme tels, ou républicains, ce qui veut dire les États-Unis, le Parti républicain. Mais finalement, on trouve
une gauche qui, soi-disant, interfère avec la société et avec les liens sociaux, on peut dire les modèles familiaux, tandis qu'une droite, chez eux, n'interviendrait pas avec la société ou les liens familiaux, ce qui est un peu discutable. On voit, bon, je ne vais pas forcément tout passer, mais par exemple que si on voit sur le milieu du schéma, on a les idées familiales, où on voit que pour la gauche, la femme doit se dévouer à l'enfant pour qu'une fois adulte, ce dernier se dévoue à la société. Tandis que pour la droite, il faudrait que la femme aide l'enfant à s'affranchir pour qu'il devienne un adulte indépendant de la société. Que la gauche croit plutôt en l'égalité avec certaines valeurs sur la religion, les droits, la criminalité, la misère, tandis que la droite croirait plutôt dans la liberté et aurait donc d'autres vues sur la religion, le droit, les droits, la criminalité ou la misère. Effectivement, sur le schéma, donc, il montre que la gauche aurait un point de vue sur la religion qui serait plus scientifique, non organisé, non conventionnel, ce qui veut dire que leur religion serait plutôt la science, serait plutôt sans structure et sans convention préétablie. Les droits, c'est surtout des obligations que les autres doivent suivre, que les criminels ne font que des victimes économiques et sociales, et que les miséreux sont des victimes du système. Tandis que la droite penserait que la religion doit être organisée et vaguement déiste, qu'en termes de droit, il s'agit essentiellement de définir ceux, non pas que les autres doivent suivre, mais ceux que les autres ne doivent pas suivre. En gros, pour la gauche, le droit définit la direction dans laquelle les gens doivent aller, tandis que pour la droite, le droit ne définit que des limites. Que les criminels sont uniquement des gens qui ont choisi d'être criminels et que les miséreux sont des gens qui n'ont ni éthique, ni sens commun, ni sens, on va dire, de la société, justement. Et donc, on voit que ce schéma, qui nous vient des États-Unis, eh bien, nous, on a du mal à le comprendre en France. On serait d'accord sur pas mal de points d'un côté et de l'autre, sans forcément se définir pour autant de droite ou de gauche. Et surtout, je dirais, si on doit définir le libéralisme et le conservatisme ou le néolibéralisme ou le néoconservatisme à partir de ce schéma, on aurait beaucoup de mal. Donc on voit qu'on a des valeurs conservatrices dans les deux camps, suivant en gros notre effectivement définition. Le fait d'avoir... nous, on verrait plutôt par exemple le fait qu'une femme s'occupe de ses enfants le plus longtemps possible pour en faire ensuite quelqu'un qui s'intègre bien dans la société, qui soutienne la société, on verrait ça plutôt comme une valeur conservatrice, alors que là, elle est qualifiée à gauche, tandis qu'on qualifierait également de conservateur une approche de la religion avec un système organisé, conventionné, et par contre, le fait d'avoir donc ça c'est à droite, et tandis que le fait d'avoir des droits qui donnent la direction à suivre, ce serait quelque chose de conservateur pour nous aussi. Tandis qu'on qualifierait de libéraux le fait, ce qui est classé à droite, d'avoir
des parents qui cherchent à affranchir leurs enfants pour qu'ils s'accomplissent seuls le plus tôt possible, mais qu'on qualifierait de, de, de libéraux, le fait qu'on considère que les criminels sont des gens qui l'ont choisi, mais par contre, on aurait d'autres points de vue sur. On ne considérait pas forcément que le fait d'être victime du système, on dirait que ce serait quelque chose de libéral, beaucoup plus que de conservateur. Donc, encore une fois, on sent qu'on trouve des idées dans un peu tout. On trouve finalement des idées libérales et conservatrices qu'on n'arrive pas forcément à qualifier de droite et de gauche, surtout chez nous, dans les deux cas. Et c'est quelque chose de finalement beaucoup plus transpartisan que ce que l'on pense. C'est que les pensées politiques et les idéologies politiques sont aussi teintées de nombreuses nuances, où on peut piocher à droite et à gauche, et les termes de droite et de gauche sont là comme des repères généraux, mais si on zoome, on se rend bien compte que ce sont des termes qui ne sont pas désuets ou inutiles, mais insuffisants. Il y a une certaine malhonnêteté en France de penser, par exemple, que le conservatisme serait mal, le libéralisme serait bien, parce que chaque individu estimerait qu'il serait le gagnant de la course s'il était libéral. Sauf que si le libéralisme, c'est la course, bah, il y a un gagnant, il y a des perdants. Et qu'est-ce qu'on fait des perdants? Or, chacun estime que s'il devait être en compétition contre 1 million de personnes, il gagnerait quand même. Si on avait constamment pensé comme ça, on n'aurait jamais bâti de société et on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais effectivement, il y a des mouvements qui cherchent à se débarrasser de la société et d'autres plutôt à les préserver. Donc, on a des valeurs dans les deux et certaines nous semblent plus acceptables que d'autres, des fois suivant les cultures. C'est ça. Ils sont d'habituation à certaines valeurs. On peut passer à la Est-ce qu'on suite. peut passer au suivant? Oui. Justement, des valeurs. Alors, pour finir globalement sur le néolibéralisme, euh, quels seraient peut-être quelque part les 4 piliers du néolibéralisme, même s'il se définit plus difficilement, en opposition aux 4 piliers du néoconservatisme, néomonarchisme? On aurait une liberté théorique parfaite, c'est-à-dire presque une absence totale de l'État, et donc une liberté parce que l'individu n'est emprisonné que par l'État, jusqu'à ce qu'il soit effectivement en concurrence avec tous. Que le néolibéralisme, par l'existence des autres, est un challenge constant au libre arbitre. Que le néolibéralisme, c'est un questionnement constant sur la société, et notamment qui voulons-nous avoir pour voisins. Et enfin, le libéralisme, c'est finalement plus une marque du soft power, donc quelque chose qui va influencer nos mentalités, qu'une influence réelle sur le hard power, c'est-à-dire finalement un changement des structures qui nous environnent. Donc, le libéralisme pose des questions. Et à chacune des questions, il, il estime que la liberté est la réponse. Or, la liberté n'est pas une réponse. La liberté est un champ d'action. C'est ce que l'on fait de la liberté qui est une réponse. Parce que dans la liberté qui est un champ d'action, on peut avancer dans une direction, mais on peut aussi faire demi-tour. Là où le conservatisme n'aime pas la liberté, c'est aussi la possibilité de retourner au conservatisme, si on le souhaite. C'est ça le plus important pour le libéralisme, c'est justement que les gens fassent ce qu'ils veulent
Sauf qu'ils peuvent aller contre la liberté de faire ce qui est... Enfin, la liberté permet d'aller contre la liberté, en un sens. C'est-à-dire qu'ils peuvent refuser la liberté. C'est-à-dire que la liberté serait presque comme un bien meuble, c'est-à-dire qu'on peut la vendre et donc ne plus en être propriétaire. On peut la céder. C'est aussi ça la liberté. C'est pas exactement la même problématique, mais ça me la rappelle personnellement, de la servitude volontaire. Est-ce que l'on peut soi-même renoncer justement à sa liberté pour devenir esclave? C'est bon, c'est Si pas on aussi estime aussi radical que qu'on a ça. été esclave, qu'on se fait affranchir et qu'on a envie de redevenir esclave, par cette décision, on fait acte de liberté. Oui, La effectivement. liberté, elle est dans l'acte, pas dans le Mmh. résultat. C'est Donc ça. On a le effectivement, la choix. liberté est un champ d'action, ce n'est pas une direction. Donc c'est des valeurs dans le néolibéralisme qui sont beaucoup plus difficiles à définir que celles du néoconservatisme qui ont été bien identifiées, bien balisées. Néanmoins, les partisans, les leaders du néolibéralisme, comme je le disais, ont tendance des fois assez naïvement à oublier que tout le monde n'a pas leur niveau intellectuel parce que souvent, eux, ont fait de grandes études. Et en fait, donc, ils parlent de la liberté comme pour eux la possibilité constante de faire quelque chose de nouveau. Sauf que ça, c'est leur ambition, c'est pas l'ambition de tout le monde. Même si tout le monde était doté de la même liberté. Donc, eux aiment la liberté parce que grâce à leur balagage intellectuel, c'est un challenge constant du libre arbitre. Mais la même liberté donnée à quelqu'un qui a fait beaucoup moins d'études, on le voit hein, dans certaines réussites économiques qui ont été accomplies par des gens qui n'avaient pas le même bagage d'études, on a souvent quelque chose qui est beaucoup plus proche du néoconservatisme que de ce qu'on entend par néolibéralisme. C'est souvent le cas de tenants de musique populaire, voire même aujourd'hui musique populaire très moderne comme le rap. Des artistes de rap, finalement, se mettent en scène avec des attributs royaux. Je suis le roi de la street. Il y avait Notorious Big qui mettait un manteau d'hermine et une couronne sur la tête. La monarchie aux États-Unis, elle a été abolie avec l'indépendance. C'était il y a 300 ans, quoi. Mais Notorious Big n'est même pas allé à l'école. Je vous C'est rappelle. l'image romantique du roi, de la personne la plus C'est-à-dire que importante. celui qui n'est pas allé à l'école, tu lui donnes la possibilité de s'accomplir. Il est comme tout le monde, il ne peut le faire qu'en fonction de ses moyens intellectuels. Donc, plus ses moyens intellectuels sont faibles, dû au fait que je ne dis pas que l'intelligence se réduit à l'école, hein, attention, mais avec peu de repères culturels, avec peu de repères intellectuels plutôt, il va tendre vers le néoconservatisme parce que c'était l'idéologie qui jusque-là avait fait le plus la publicité de lui-même. Donc, finalement, même s'il a connu très peu de choses, Notorious Big a peut-être plus entendu parler des rois qu'il n'a entendu parler de Steve Jobs. Mais le leader néolibéral, pardon, est aussi souvent très axé sur vraiment la dernière nouveauté de ce qu'a créé l'économie, qui sont souvent les services et les services à très haute valeur ajoutée. Ce qui fait que les libéraux aujourd'hui, par exemple, sont très peu à vouloir s'aventurer pour devenir des entrepreneurs dans le domaine du concret d'un pays émergent. Par exemple, aujourd'hui, on a des gens qui veulent inventer la dernière application du mobile du futur, mais un libéral qui veut créer un chemin de fer à travers toute l'Afrique, il n'est pas encore né, parce que pour lui, c'est déjà dépassé. Or, Ouais. ça va peut-être lui rapporter plus d'argent, mais il va plus marquer les esprits que les structures. Donc, ça va plus être une marque du soft power que du hard power. Ah, et Et enfin, la puissance abstraite contre la puissance concrète. exactement. Et le néolibéral
après s'être longtemps opposé aussi bien à l'État qu'aux néoconservateurs, estime même que les États sont des structures dépassées. Donc, il a tendance à ne même plus chercher à conquérir le pouvoir. Il estime que le soft power est devenu un pouvoir plus important que le hard power. Et chacun jugera de s'ils ont raison ou non. Et le néolibéral cherche aussi énormément un questionnement sur la société parce que euh, il veut à la fois que les gens se posent des questions sur la société parce que plus ils produiront de réponses, plus les néolibéraux auront de produits à leur proposer face à ces réponses, mais parce qu'il veut aussi que les gens s'uniformisent, ce qui lui permet, sur certaines structures, sur certains propos, mais à ce moment-là, il deviendra plus néoconservateur qu'autre chose, de simplifier ses chaînes de production. Mais le néolibéral est beaucoup plus dans la création, donc il veut un questionnement de la société plus sur elle-même que par rapport aux autres. Bien. Est-ce qu'on du coup on peut aller vers une forme de conclusion à l'ensemble du coup de cette émission? La question, c'était des révolutions néolibérales et néoconservatrices. Déjà, on a vu que, hormis sur certains repères, il peut être des fois assez difficile de définir clairement ce qu'est néoconservateur et néolibéral. Et comme l'alternance de l'un et de l'autre est ce qui amène à la politique, notamment d'État, à la vie politique active, on ne va pas parler non plus de révolution tous les 4 matins. Donc, on peut dire que ce sont tout simplement des cycles normaux de politique. Et ils sont juste qualifiés de révolution lorsque, dans un pays, ils arrivent pour la toute première fois. Mais lorsque la boucle rebouclera 2 ou 3 ou 4 fois, on appellera juste ça des scrutins électoraux, ou des alternances politiques plutôt. Et enfin, on peut voir que il est peut-être difficile de les définir en totalité, que ce sont des structures qui traversent les gens, traversent les sociétés et les économies beaucoup plus que les partis politiques, et que globalement, il peut y avoir aussi des points sur lesquels ils se regroupent. Très bien. Bien, merci beaucoup. Merci à C'était très vous. intéressant. J'espère que ça aura intéressé aussi nos auditeurs et que ça aura été clair et instructif. Merci beaucoup pour votre temps, monsieur François Seton. Et disons aux auditeurs au revoir et à plus À tard la prochaine. pour ceux qui restent sur Twitch pour la revue de presse. Bonne soirée. Bonne soirée.